bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va tester les capacités d'insonorisation de cette voiture. Je pensais que c'était un moment important pour qu'on échange, parce que c'est un moment critique évidemment pour notre pays, mais aussi sur un certain nombre de situations qu'on a à gérer au sein de mon cabinet d'avocats, notamment la situation au Sénégal où la démocratie du pays est en jeu et où l'avenir de tout un peuple est prise en otage par les décisions d'un responsable politique majeur. Alors on va attendre que vous connectiez. J'aimerais avoir une pensée pour les gestes de solidarité qu'on reçoit un peu au quotidien qui nous permettent d'alléger notre fardeau. Là par exemple, on avait loué une voiture pour des raisons diverses et bon, en fait, du fait de notre engagement et des luttes qu'on a menées, mises en œuvre, la personne qui nous l'a loué nous a fait un petit geste, nous a permis d'avoir ce monstre très polluant, mais très confortable aussi, avec toutes les options comme vous le voyez. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, peut-être commencer par là, pour vous dire qu'on est sur une situation qui est extraordinairement violente, dont on essaye de ne pas vous faire part pour pas vous appesantir, et parce que l'objectif de nos ennemis est justement de nous faire parler de nous, pour finir par lasser les personnes et faire oublier les raisons de notre engagement. Mais je peux vous dire que la situation qu'on traverse est moins en particulier dans cet engagement qui nous a menés à vous défendre collectivement en tant que Gilets jaunes, mais aussi certaines de ces figures les plus importantes comme Maxime Nicole et d'autres, nous coûtent énormément. Les risques qu'on prend en publiant les ouvrages que l'on publie, et notamment Coup d'État, ce manuel insurrectionnel dont on va parler aujourd'hui, nous font vivre en fait la nature d'un régime que beaucoup des classes moyennes, avec la réforme des retraites, découvrent comme étant autoritaire, chose que une grande partie des classes populaires et des opposants politiques savaient depuis bien longtemps, avec une des caractéristiques clés de ce genre de régime, c'est justement une violence sourde, silencieuse, alors parfois spectaculaire, comme lorsqu'on publicise de façon massive le fait que je serais accusé de viol et autres balivernes particulièrement violentes, mais aussi de façon plus sournoise, en profitant pour placer sous surveillance, justement, du fait de ces accusations et d'autres procédures, tout mon entourage, ma famille, convoquer ma petite sœur, ma mère, pour leur faire parler de mon intimité, me convoquer régulièrement tous les mois, essayer d'inventer d'autres affaires, de façon à évidemment nous déstabiliser, nous démoraliser et encore une fois nous éloigner de vous, parce que on essaye de pas vous en parler pour pas vous empesantir et surtout pour pas décourager ceux qui veulent lutter, pour pas leur donner l'impression que ça va être un chemin de croix et ainsi de suite. Et en même temps, du coup, ça nous isole, ça nous fait subir avec une violence extraordinaire. Pour vous donner un exemple, évidemment, ce live va porter sur des sujets beaucoup plus importants, mais ça vous permet aussi de concevoir comment, de façon silencieuse et invisibilisée, en fait, on essaye de détruire et d'écraser des personnes de bonne foi. Et pourquoi, en fait, il y a cette déshérence au sein de l'espace politique français? Pourquoi il y a si peu d'alternatives qui émergent? En fait, parce que c'est très risqué de s'instituer en contre-pouvoir aujourd'hui, parce qu'on vous le fait payer d'une façon extraordinairement violente et qu'on s'assure, en fait, de détruire les personnes avant même qu'elles aient pu exister. Donc là, par exemple, vous vous souvenez peut-être, on avait créé une petite cagnotte pour nous aider à financer les activités pro bono, les nombreuses défenses de Gilets jaunes et d'opposants politiques qu'on met en œuvre. Vous le savez, Valérie, par exemple, le 20 juin, on va la défendre à Saint-Omer. C'est cette femme qui a été poursuivie, placée en garde à vue, après avoir été arrêtée pour avoir parlé de Emmanuel Macron en disant de lui qu'il était une ordure. En disant l'ordure va vous parler demain à 13h, donc elle l'avait même pas nommé. Et bam, les gendarmes qui toquent à la porte, qui l'arrêtent, qui la convoquent. Donc on est en fait en permanence en train d'essayer de se battre pour protéger des citoyens comme ça, en utilisant notre capital symbolique, la légitimité qu'on a, que ce soit moi en tant qu'avocat, mon cabinet, même notre maîtrise des habitus bourgeois, pour faire contrepoids, pour pas que ces poursuites silencieuses, ce harcèlement quotidien qu'a connu très bien Stéphane Espic, vous vous souvenez, ce gilet jaune avec lequel on a gagné un procès contre Emmanuel et Brigitte Macron, juste parce qu'il s'était baigné en homard, avec un homard gonflable devant Toulon, devant le fort de Brégançon. Eh bien, donc on fait tout ça, et on avait lancé une petite cagnotte pour ceux qui voulaient nous aider en donnant quelques euros, et on avait collecté 3 fois rien. Eh bien, bam, l'ordre des avocats me poursuit au disciplinaire, par exemple, pour avoir créé cette cagnotte. Alors, ils l'avaient annoncé au Figaro avant même de lancer les poursuites, donc ça les met dans une situation compliquée, ils savent pas trop comment le justifier. Je vous parle de ça, mais je pourrais vous parler des poursuites qui ont eu lieu pendant des années sur l'affaire Rivaux. On a essayé de me faire porter l'acte de mon client, Piotr Pawlenski, vous vous souvenez, celui qui avait fait sortir cette vidéo pornographique qui avait été produite par l'égérie de l'Élysée, ouais, l'un des plus proches conseillers d'Emmanuel Macron.
Et donc ça donne des poursuites pénales, on vous met en mise en examen, comme on l'a fait pour cette histoire de viol abracadabresque, on vous convoque, on vous reconvoque, on avait perquisitionné la Sorbonne pour obtenir mes relevés de notes. On en était allé jusque-là, vous voyez, après avoir placé sous surveillance physique mon domicile, mon cabinet avec des policiers, avoir intercepté mes communications, au prétexte de déterminer si j'avais été à l'université avec la compagne de Piotr Pawlenski. Et donc on était allé jusqu'à perquisitionner la Sorbonne. Tout ça, c'est important de vous en parler parce que ça vous permet en fait, je le fais très peu souvent, mais là j'ai décidé de le faire parce que ça vous permet de voir que un régime autoritaire, c'est pas que spectaculaire, c'est pas que les 500 CRS qu'on place devant le Conseil constitutionnel à un moment de crise. C'est aussi toutes ces micro-mesures qui n'ont qu'un objectif: harceler, affaiblir l'opposant politique, le délégitimer, absorber toutes ses forces, ses ressources pour qu'il soit épuisé. Et quand on essaie de faire barrage à ça, justement en défendant les personnes qu'on a défendues, eh bien, on devient la cible. Et donc, on se fait poursuivre au disciplinaire sur l'affaire Griveaux, sur une histoire de cagnotte, n'importe quoi, en fait, qui peut servir de prétexte. Et c'est autant d'audiences, de poursuites, de choses sur lesquelles il faut écrire des mémoires. Et ça explique aussi beaucoup des disparitions auxquelles on est, enfin, qui font que vous nous entendez beaucoup moins, au-delà des censures et ainsi de suite. À quoi s'ajoute évidemment le travail qu'on doit continuer à mener pour se nourrir, pour rencontrer des gens, pour traverser la France et continuer à organiser des conférences et ainsi de suite, les lectures, pour continuer, pour pas devenir comme eux, des pauvres gens qui, à 25 ans, pensent avoir tout fait parce qu'ils ont réussi un concours, tout compris au monde, et s'en tiennent là. Donc continuer à s'imprégner, prendre le temps de faire des lectures difficiles, de grands auteurs, pour continuer à vous proposer quelque chose de nouveau, de frais, qui nous permettent d'être toujours plus pertinents face à nos adversaires. Et évidemment la fatigue, les brisures intimes que ça produit, et ainsi de suite. Donc on est dans ce rapport de lutte extrêmement épuisant, extrêmement violent, avec des prétextes à tout va. On essaye de protéger les citoyens qui se retrouvent dans cette situation, et on se retrouve face à des affaires comme celle de Noël Daufour. Donc c'était la première dont je voulais vous parler. Noël Daufour, que je considère comme un intellectuel, un artiste guadeloupéen de première importance, et qui est soupçonné d'avoir participé aux émeutes de fin 2021, vous savez, contre la politique sanitaire du gouvernement. Ils avaient réussi à bloquer l'île, tous les organisateurs, ils avaient quasiment réussi à rendre indépendante la Guadeloupe presque. En tout cas, il y avait une remise en cause de l'autorité de l'État à une époque où le ministre des Outre-mer, c'était un certain Sébastien Lecornu, qui espérait devenir Premier ministre après la réélection d'Emmanuel Macron, et qui avait vu en fait son autorité remise en question de façon extrêmement brutale, et qui avait pour directeur de cabinet Philippe Gustin, qui avait été préfet de la Guadeloupe, et qui donc lui avait dit « vous inquiétez pas, je vais gérer le truc ». Et ils avaient fait ça de façon assez perverse. Donc d'un côté, ils avaient envoyé le raid, le GIGN, tir à balles réelles contre les populations, enfin une histoire complètement folle. Et de l'autre, ils avaient décidé de contourner un obstacle qui était très important. C'est intéressant pour tout le monde, vous allez voir, parce que c'est des leçons qu'on doit tirer dans nos luttes en général. Ils savaient que les syndicats qui avaient organisé ces manifestations, donc le GTG et le LKP, ainsi que d'autres organisations comme Moon Guadeloupe, étaient trop puissantes et qu'ils ne pouvaient pas les attaquer directement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés choper ce qu'ils appellent des grands frères, c'est-à-dire des gens de la rue qui ont leur parcours, qui pour certains sont des jeunes qui se mobilisent, pour d'autres des personnes qui sont des médiateurs sociaux, etc. Et ils ont décidé de les arrêter eux. Donc ils ont laissé les grands leaders comme Elie Domota et compagnie, ils ont passé un pacte avec eux, donc les supposés protecteurs du peuple guadeloupéen. Et ils ont fait une sorte de deal tacite par lequel ils prenaient ce qu'ils considéraient des seconds couteaux, des Guadeloupéens, des citoyens simples, vous voyez. Un peu comme si les syndicats avaient fait, ce qu'ils ont un peu fait d'ailleurs pendant les Gilets jaunes, un accord pour laisser tomber un certain nombre de Gilets jaunes, pour les écraser. La différence, c'est que dans l'Hexagone, ils ont dû céder, parce que ils n'ont pas la légitimité suffisante pour écraser de but en blanc un mouvement social. Et en Guadeloupe, par contre, il y a les réflexes néocoloniaux qui font qu'ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Donc ils en ont pris quelques-uns, dont Noël Daufour. Ils l'ont envoyé à 7000 km de chez lui, alors qu'il avait un enfant de 2 ans à l'époque, présumé innocent, hein, à Moulins-Isère, à 4 heures de Paris, dans le centre pénitentiaire le plus isolé de France. Prisonnier politique, escorte 3, avec toutes les vexations que vous pouvez imaginer. Ils l'ont laissé pendant 1 an là-bas. Il a pu voir son enfant de 3 ans que 2 fois. J'ai réussi, après de hautes luttes, à obtenir son rapatriement en Martinique, non pas en Guadeloupe, parce qu'ils ont tellement peur qu'ils ont décidé de faire juger cette affaire en Martinique, pas en Guadeloupe. Et là, évidemment, notamment probablement du fait du choc émotionnel que tout cela a provoqué, sa fille de 3 ans a un énorme accident de santé, est téléportée en urgence en Martinique, donc à quelques kilomètres de son père, où elle est hospitalisée et opérée d'urgence d'une tumeur au cerveau à 3 ans. Et là, qu'est-ce que fait l'État?
eh bien, il refuse que le père, qui est présumé innocent, qui est détenu provisoirement depuis plus d'1 an, aille voir sa fille. Vous imaginez la cruauté extraordinaire. Et au bout de 3 jours de haute lutte, en 6 ans, les préfets, avec l'aide de tous les députés, de tous bords confondus, de Guadeloupe et de Martinique, qui saisissent le ministre de la Justice, ont réussi à obtenir quoi? Une visite de 2 heures auprès d'une fille qui était entre la vie et la mort. Et j'ai prévenu les autorités, je leur avais dit que si cette fille était retrouvée par son père à l'état de cadavre, eh bien des choses particulièrement graves se passeraient, parce que c'est pas des choses qu'on laissera passer. Et parce qu'il y a des forces sociales qui sont capables de se mobiliser en Guadeloupe face à ce genre d'injustice et qui devraient d'ailleurs le faire. Par miracle, la fille s'est rétablie, évidemment dans une situation que vous imaginez particulièrement catastrophique. Elle a pu aller visiter son père en urgence, une fois qu'elle est sortie de la période d'hospitalisation, mais évidemment celui-ci, 15 mois après, reste détenu en tant que prisonnier politique. Pourquoi? Parce qu'on essaye de lui faire payer la révolte de tout un peuple, la remise en cause de l'autorité de l'État et surtout des ambitions personnelles de ce cher Lecornu qui a emporté son très cher Philippe Gustin avec lui au ministère de la Défense où il a été promu. Alors certes, c'est pas l'Élysée, mais quand même. Essayez de voir une émission de Sébastien Lecornu, vous comprendrez le ridicule consistant à ce que des hommes de cette absence de qualité soient aujourd'hui en train de présider à nos destinées. Voilà, donc cet élément qui me semblait important de vous partager sur Defour, sur cette situation qui est scandaleuse, qui est aussi un appel au peuple guadeloupéen à ne pas l'oublier, à ne pas se laisser berner par ces pseudo-leaders qui prétendent les protéger, mais qui n'hésitent pas à passer des accords avec l'État. Soyez à leur côté, n'oubliez pas qu'il y a des familles en souffrance qui sont sacrifiées pour le peuple guadeloupéen dans son ensemble, et qu'évidemment à travers eux, l'idée c'est de faire passer un message et de vous apprendre à tenir droit comme on le faisait à une certaine époque avec des personnes qui étaient privées de leur liberté. Donc tenez bon face à ça et défendez-le comme si c'était votre vie qui était en jeu. C'est ce qu'on essaie de faire nous à notre niveau. On multiplie les recours et on ne lâchera pas. Ce Noël Defour, qui est un grand intellectuel qu'on a reproché d'avoir été arrêté en possession d'un livre de Kémy Séba, c'est dire où on en est encore une fois dans l'état de notre pays et de la politique de notre pays. Et bien cet homme doit être protégé. Ça me permet de parler des 2 autres sujets qui me semblaient importants. Le premier, qui est assez similaire, c'est celui des Pentagon Leaks. Vous savez, ces fuites massives qui ont été produites par un gamin de 21 ans qui avait accès à des documents top secrets aux États-Unis, qui portent sur des considérations géopolitiques extraordinairement importantes et auxquelles on a eu accès grâce à cet homme, et que aucun média n'accepte de rendre public. Donc tous font des articles sur le sujet. Ils ont été d'ailleurs obsessionnels sur la quête, j'allais dire la traque contre ce lanceur d'alerte. Ils sont allés le chercher jusqu'à l'identifier avant même que le FBI l'arrête. Ils l'ont dénoncé publiquement. Donc c'est devenu ça le journalisme. On parle du New York Times, de Bellingcat, du Washington Post, des principaux médias du monde entier. Et entre-temps, ils refusaient de rendre public ces documents qui avaient circulé sur Telegram et compagnie. Ils refusent de les rendre accessibles pour une raison très simple. Ils considèrent que c'est top secret et que donc c'est illégal et ainsi de suite, alors qu'ils savent très bien que le premier amendement, en tant que journaliste en particulier, les protège. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Pour 2 raisons. D'une part, parce qu'on comprend très bien, en fait, pourquoi est-ce que Wikileaks a été détruit et pourquoi Julian Assange, que j'ai eu l'honneur de représenter pendant plus de 4 ans, avant de passer le dossier à Dupond-Moretti, juste avant qu'il devienne ministre de la Justice, en espérant qu'il aurait un geste pour cet homme parce qu'il était proche de Brigitte Macron, on a vu ce qu'il en a fait. Eh bien, Julian Assange a été détruit et reste enfermé depuis 4 ans et 5 jours, pour être très précis, dans une prison antiterroriste à Londres en attente d'extradition aux États-Unis, après 9 ans de détention dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où j'allais le voir régulièrement et où on a été espionné par la CIA, ce qui a été révélé par un consortium de médias internationaux assez tardivement, avec des vidéos de nos rencontres qui ont été rendues publiques, des opérations, de tentatives d'enlèvement, projets d'assassinat qui avaient été discutés entre le directeur de la CIA et le président des États-Unis. Ça a été un choc pour beaucoup quand ça a été révélé. Nous, on savait très bien ce qui nous arrivait parce qu'on le vivait au quotidien, l'oppression et la violence d'avoir une équipe spécialement dédiée pour nous, de la plus puissante agence de renseignement au monde, et surtout l'absence de protection que l'État français nous offrait alors. Ça a été extraordinaire. Ça a été un soulagement extraordinaire que ce soit révélé, que les documents qu'il prouvait soient révélés, parce qu'évidemment on essayait de dire non mais vous êtes complotiste, etc. Vous vous souvenez toujours toutes ces forces de l'ordre qui là ont dû se taire parce qu'on a eu les preuves en fait qu'on avait été directement ciblés par ces individus au plus haut sommet de l'État américain. Le directeur de la CIA, Mike Pompeo, en ayant même parlé publiquement après avoir dit que Wikileaks était une menace équivalente à celle d'Al-Qaïda. Et pourquoi est-ce qu'en fait Wikileaks faisait tellement peur? Parce qu'ils étaient les seuls à avoir le courage de rendre public ces informations. Ils rompaient en fait avec cette forme d'omerta organisée que l'ensemble des médias qui sont en partie, en tout cas en France, financés par
grâce à nos impôts et qui sont détenus par les oligarques que l'on sait en France. Aux États-Unis, c'est légèrement différent, mais pas tant que ça. Et les grandes puissances sont aussi à leur chevet, que ce soit Carlos Slim ou d'autres, ou Jeff Bezos pour le Washington Post. Ces médias sont en fait ce qu'on appelle des gatekeepers, c'est-à-dire qu'en fait ils ont pour obsession de maintenir leur privilège qui consiste à avoir un contact et un accès aux informations de l'État, et ils sont prêts à tout, y compris à servir de barrière entre les populations et l'État, et s'assurer que les populations ne soient pas informées directement si ça permet de garder ce privilège. L'extraordinaire de Wikileaks, c'est qu'en rendant public des milliers de documents, des centaines de milliers de documents, et en permettant à chaque citoyen, chaque chercheur, chaque journaliste d'y avoir accès directement sans en passer par un article qui lui-même en ait tiré les éléments qui lui semblaient importants, eh bien Wikileaks a permis de découvrir des années après la publication des dits documents, des choses qui étaient passées inaperçues initialement. Vous voyez, les journalistes, ils veulent absolument garder ce monopole sur l'analyse et le décryptage, ils veulent décider ce qui est important ou pas. Wikileaks, au contraire, donnait de l'information. Et en donnant de l'information, évidemment, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait du pouvoir aux citoyens. C'est comme ça que les Macron Leaks, qui dans un premier temps avaient semblé assez insignifiants, nous avaient permis de comprendre que la taxe carburant n'avait pas du tout vocation à servir des dispositifs écologistes, comme le disait le gouvernement, mais à financer le CICE, ces exemptions d'impôts pour les plus favorisés. Et donc, vous voyez, cette puissance extraordinaire que ça donne au peuple est particulièrement subversive, elle est subversive pour les États-Unis, mais aussi pour les Russes et toute autre puissance. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça révèle d'un côté, évidemment, la capacité de surveillance, les interprétations qui peuvent en être tirées, le niveau de pénétration des appareils de pouvoir, mais aussi du côté des appareils de pouvoir pénétrés, en l'occurrence principalement les Russes, mais aussi d'autres, comme je vais vous en le dire dans un instant, ça leur permet tout simplement, de découvrir comment ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils accaparent le pouvoir, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? En hommage à Julian Assange, j'ai réussi à récupérer l'ensemble de ces documents et les publier sur Twitter. Sur Twitter, avant qu'ils soient censurés, donc je vous invite à y aller. Je vous invite surtout à les copier, à les télécharger, à les redistribuer. Et ça permet de casser complètement ce fantasme et cet argument bidon de la part des journalistes américains, mais états-uniens, mais aussi français, parce que les médias français n'ont pas rendu public, n'ont pas rendu directement accessibles ces documents aussi, qui sont des documents produits par la CIA, top secret, classifiés, par le Pentagone, par l'ensemble des grandes organisations états-uniennes qui participent en fait à notre exploitation et à notre oppression. Eh bien, ils disaient mais non, mais on peut pas, on court des risques légaux. Il faut casser cette peur. Et la façon de casser cette peur, c'est de montrer l'exemple. C'est comme ça. Moi, j'ai été formé politiquement par Julian Assange à ces sujets, et je sais très bien en fait que la meilleure façon de protéger les lanceurs d'alerte et de s'assurer qu'ils ne paieront pas de conséquences, ni eux ni nous, parce qu'on aura révélé la vérité, qu'on se sera contenté de rendre publiques des informations réelles. Eh bien, ça consiste tout simplement à prendre notre courage à deux mains et à le faire à notre tour. Et donc, en le faisant, en fait, et dans l'espoir qu'il ne nous arrive rien en voie de conséquence, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retire du pouvoir à nos ennemis. En fait, on démontre que les craintes étaient infondées et on donne du courage à tout le monde. Et on normalise quelque chose qui avait l'air d'être exceptionnel. Et oui, on a rendu public des documents qui appartenaient à la CIA, qui sont aujourd'hui encore classifiés secrets. Eh bien oui, et alors on survient, on a survécu. Et si on n'y survit pas, eh bien ça serait bien la preuve qu'il y a quelque chose à changer dans ce système. Et donc dans les deux cas, en fait, une opération qui semble politiquement extraordinairement importante. Et ces documents, c'est pas seulement sur le principe, même si évidemment, vous imaginez, c'est la raison principale qui m'amène à agir de cette façon. C'est évidemment rendre hommage à Julian Assange, prendre son relais et s'assurer qu'évidemment la flamme qu'il a allumée ne sera pas éteinte. C'est aussi pour comprendre sur le fond des choses aussi extraordinaires, par exemple, que sur la guerre au Yémen. Alors on a des éléments de toutes sortes. Ça nous permet par exemple de découvrir qu'il y a aujourd'hui très exactement 1631 soldats de Wagner, donc des mercenaires russes, sur le sol malien aujourd'hui. Ça permet de découvrir par exemple qu'il y a un certain nombre de forces spéciales françaises sur le sol ukrainien aujourd'hui, contrairement à ce que l'on affirme, avec un détail des formations auxquelles ils participent, des activités qu'ils mettent en œuvre. Ça nous permet de découvrir les efforts des États-Unis pour essayer d'arracher d'Israël, par exemple, des armes qui seraient vendues à l'Ukraine pour les aider. Ça nous permet de découvrir comment la Turquie sert d'intermédiaire entre la Russie et des pays africains, mais aussi des pays producteurs d'armes pour essayer de contourner les embargos qui ont été qui ont été mis en œuvre par les États-Unis. Ça permet de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, la guerre au Yémen, cette guerre oubliée entre d'un côté l'axe chiite organisé par le Hezbollah, Téhéran et Bachar el-Assad contre l'axe sunnite dirigé principalement par l'Arabie Saoudite et Mohammed bin Salman avec l'appui de MBZ
Mohamed bin Zayed, qui est l'émir d'Abu Dhabi, qui essaye, avec l'aide de Dubaï, de prendre le pouvoir sur Yémen pour essayer de construire une forme de Sparte, de perles de port comme ça, qui leur permet de prendre le contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb et donc sur la mer Rouge, qui est quand même le principal axe commercial entre l'Asie et l'Europe, et l'axe le plus fréquenté maritimement parlant. Donc cette guerre qui a déchiré cette zone, les pays du Golfe depuis des années, qui a produit plus de 100 000 victimes, un nombre hallucinant d'enfants morts, en fait on s'est rendu compte, dans ces documents on découvre que les Houthis, qui sont donc les résistants entre guillemets, qui sont inscrits dans l'axe chiite, et qui luttent contre l'axe sunnite, qui d'ailleurs s'appuie sur Al-Qaïda comme un allié, comme quoi justement derrière les diabolisations et les apparences, en fait, tous ces gens savent s'arranger quand leurs intérêts sont en jeu, et bien que ces Houthis, qui sont diabolisés complètement par l'axe sunnite, sont financés depuis le cessez-le-feu qui a été mis en œuvre il y a quelques mois par l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que les salaires des fonctionnaires de Sanaa, donc de la capitale du Yémen du Nord, sont payés directement par l'Arabie Saoudite, donc par leurs ennemis jurés, et que donc encore une fois, on est entre le monde réel et la fiction que l'on vous vend dans les médias sur des camps opposés, qui ne parlent pas entre eux, qui sont prêts à tout pour lutter les uns contre les autres. On se rend compte qu'en fait, très souvent, il y a derrière les scènes des arrangements qui sont cachés aux populations, et qui en l'occurrence sont cachés aux populations locales, qui sont évidemment les principales victimes de ces faux arrangements. Donc ces documents sont extraordinaires, ils permettent de découvrir, mais de découvrir par vous-même, voyez. Cet élément, par exemple, il n'a pas fait l'objet de traitement journalistique, alors que les journalistes y avaient eu accès, et c'est en les lisant moi avant de les rendre publics que je m'en suis rendu compte, et je me suis rendu compte qu'ils faisaient très, très probablement volontairement l'impasse sur ce document. Il y a d'autres éléments qui permettent de découvrir que les États-Unis ont mis sous surveillance le secrétaire général de l'ONU et surveillent chacune de ces communications, mais aussi qui montrent que les États-Unis ont accès à des communications à l'intérieur du ministère de la Défense russe, ce qui leur permet de savoir en avance tous les projets d'offensive qui sont mis en place par les Russes, ou par exemple découvrir les mesures qui ont été prises par les États-Unis avec l'Ukraine pour préparer une contre-offensive au cours du printemps, donc qui devait intervenir, et la question c'est est-ce qu'après la publication de ces éléments elle va encore se maintenir, entre mai et juin, avec tous les éléments qui étaient en place, les livraisons d'armes françaises, anglaises et ainsi de suite, qui avaient pour vocation à participer à tout ça. Donc c'est une bombe, mais c'est une bombe si l'accès est donné aux citoyens, parce que sinon, évidemment, les médias vont en faire un traitement partial, en choisissant chacun leurs extraits préférés, et surtout, à aucun moment, on pourra vérifier. On pourra vérifier si le traitement qui en est fait est juste, et surtout s'ils disent la vérité. Et donc, du coup, ça va nourrir des théories diverses et variées, ça va créer de l'inquiétude, ça va troubler les personnes qui n'ont pas confiance, et ils ont raison, dans les médias tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Et évidemment, du coup, derrière, une ineffectivation politique qui va faire que ces publications n'ont pas de résultat. Donc, je vous invite vraiment à les répercuter, à aller les chercher donc, sur mon compte, et surtout évidemment, on a vérifié l'authenticité de ces documents, parce qu'il y en avait quelques-uns qui avaient été falsifiés volontairement pour essayer, apparemment par des hackers russes, dans le but d'éviter les conséquences qu'ils pourraient avoir, parce que c'est des leaks, c'est des fuites qui touchent à la fois aux intérêts des États-Unis et des Russes et des Français. Tout le monde est gêné au sein de ces grandes puissances par ce qui se passe. Donc ils essayent de lancer des contre-campagnes de désinformation pour essayer de leur retirer une effectivité politique. Et donc évidemment, nous, notre force, ça consiste tout simplement à lire dans le texte ce qu'ils écrivent, ce qui nous permet de nous rendre compte qu'ils sont très souvent en fait à la ramasse aussi. Ils font des erreurs dans ces documents. Ils font des erreurs, parfois ils font des interprétations qui sont complètement erronées. Ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'en fait on est face à des pouvoirs qui ont évidemment énormément de moyens, mais qui n'ont pas non plus une capacité d'oppression aussi écrasante qu'on pourrait le penser. Et donc cette forme d'autonomisation, elle m'apparaît essentielle. Voilà, donc vraiment j'espère que le message va passer, que ça va être répercuté, et ça me permet d'arriver à l'avant-dernier sujet, la situation d'Ousmane Sonko, principal opposant au pouvoir actuel au Sénégal, dans la perspective des élections de février 2024, et qui fait l'objet d'une oppression physique, judiciaire extraordinaire, avec l'arrestation encore il y a quelques jours de son secrétaire général, de son parti, du PASTEF, qui est encore aujourd'hui placé en garde à vue, un procès en appel sur une affaire de diffamation sans aucun intérêt, absurde et ridicule. En première instance, l'ensemble de ses avocats avaient été évacués, j'avais été expulsé du Sénégal, alors que j'avais été invité à le soutenir et à le représenter devant ce tribunal en arrivant
à l'aéroport, 7 policiers en armes m'avaient accueilli, donc c'était il y a un peu moins d'un mois, et m'avaient immédiatement placé dans une cellule en m'intimidant avant de me renvoyer en France, évidemment avec l'accord de l'Élysée, qui avait envoyé une délégation 3 jours avant pour voir comment gérer cette situation, avec une inquiétude très très forte de la France face à éventuellement la perte de contrôle sur le Sénégal, qui avec la Côte d'Ivoire demeure sa chasse gardée, militairement, économiquement, alors qu'il y a un mouvement d'émancipation des peuples africains, en Afrique de l'Ouest notamment, grâce à l'inspiration de penseurs extraordinaires que j'ai aussi l'honneur de représenter, et comme Kémy Séba, comme Nathalie Yamb, qu'on a accusé d'être à la solde des Russes. Ce qui m'a inquiété dans un premier temps, et donc j'ai pris beaucoup de temps avant de décider s'ils les représentaient ou pas. Je savais aussi qu'ils avaient en tout cas en ce qui concernait Kémy, une origine idéologique qui était très opposée à la mienne, et j'ai vu en fait émerger chez eux un discours panafricaniste, souverainiste, extraordinaire. Et extraordinaire, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que très en écho avec les combats des Gilets jaunes. Très en écho avec les combats des Gilets jaunes qui revendiquent en fait un pouvoir au peuple, un retour à la souveraineté, une fin des allégeances et des dépendances vis-à-vis de toute forme de pouvoir. Et donc Ousmane Sonko, dans ce cadre-là, qui a un discours très mesuré, très équilibré, qui cherche à maintenir les liens avec la France, parce qu'il sait qu'historiquement, même en termes de culture, linguistiquement parlant, il y a des choses qui ne disparaissent pas, mais qui cherche à redonner de la souveraineté au peuple sénégalais, notamment à sa jeunesse qui est dans une précarité extraordinaire, qui cherche à s'assurer que la corruption, qui a un discours sur la corruption très similaire à celui qu'on porte avec Crépuscule et ainsi de suite, en France, eh bien cesse, parce qu'il y a eu depuis 2015 des découvertes de gaz et de pétrole, de gisements extraordinaires qui n'apportent rien aux populations. Par exemple à Saint-Louis, on se retrouve, qui est une ville extraordinairement importante, y compris historiquement, parce qu'avec l'île de Gorée, c'était des lieux où d'où partaient les trafics d'esclaves via Bordeaux et Nantes vers les Antilles. Et c'est pour ça, c'est là où vous voyez qu'on commence à connecter en fait entre nos luttes et nos engagements dans la Guadeloupe, en Guyane avec les trop-violences et ce qui était avant les 500 frères, en Corse avec la Juventud Independentista et d'autres. On essaie en fait de connecter des points d'oppression qui, comme les Gilets jaunes en fait, ont été les victimes beaucoup plus que les gagnants de systèmes politiques ces derniers siècles qui ont profité principalement aux élites. Et donc avec à Saint-Louis, pourquoi est-ce que je vous parlais de Saint-Louis, des concessions gazières extraordinaires qui ont été trouvées et aucune rétribution économique pour les populations locales, avec des femmes qui en sont réduites à la prostitution tellement elles sont précarisées, alors même que c'était une ville extraordinairement riche, parce que c'était une des principales ressources halieutiques de la région, c'est-à-dire qu'il y avait des poissons à ne pas savoir quoi en faire, il y avait de la pêche à ne pas savoir quoi en faire, et cette pêche a été en partie interdite, mais historiquement, depuis des siècles, elle a été interdite à cause de ces explorations gazières. On a promis des emplois locaux, alors qu'on sait très bien en fait que les installations d'hydrocarbures ne bénéficient en termes d'emploi qu'à des gens qui viennent de l'étranger, des techniciens très qualifiés, avec très peu d'emplois locaux, et évidemment pas l'envie ni le temps de créer des formations techniques de haut niveau qui permettraient sur le long terme de permettre encore une fois au Sénégal d'obtenir, de retrouver sa souveraineté. Donc on se retrouve avec une explosion des richesses au sein d'une ultra-élite concentrée dans certains quartiers de Dakar, qui roulent dans des voitures rutilantes, qui bénéficient de la manne pétrolière et gazière grâce au contrôle sur les contrats et les corruptions qui s'en déduisent. Un pouvoir qui se recroqueville sur cette corruption, sur cette élite qui cherche absolument à accaparer et à garder le contrôle sur ses ressources, l'avidité qui naît, et un opposant politique qu'on essaye d'éliminer judiciairement après avoir éliminé tous les précédents. C'est le cas de M. Sonko, qu'on cherche en fait à rendre inéligible par tous les moyens. Alors honnêtement, demain, donc audience d'appel sur cette affaire en diffamation, l'Élysée qui essaie de calmer les choses, qui essaie de maintenir le contrôle, parce qu'ils savent très bien, ils ont peur de Sonko, ils ont peur de celui qu'on appelle déjà président au Sénégal, parce qu'ils savent très bien qu'en fait, si les élections sont organisées de façon légale et légitime en février, eh bien, il écrasera le pouvoir actuel et gagnera très largement parce qu'il a réussi à constituer autour de lui plus d'une centaine d'organisations de la société civile et de partis politiques pour représenter en fait un renouveau pour le Sénégal et lui redonner une puissance extraordinaire. Et donc, ils veulent l'éliminer par tout moyen, mais ils savent très bien aussi que si Sonko décide à un moment d'appeler le peuple sénégalais à se lever et à s'insurger, ce peuple se lèvera. Et ce peuple sénégalais qui nous a donné des leçons extraordinaires, mais extraordinaires, en sacrifiant certains des leurs. Rien à voir avec nos manifestations assez similaires avec celles des Gilets jaunes, avec cette force supplémentaire qui n'ont pas hésité à perdre certains des leurs. On pense et on rend hommage aux 14 martyrs de mars 2021 et aux quelques-uns qui sont tombés depuis. Là, je parle des morts de
morts, de jeunes morts, pour avoir lutté pour la dignité de cet homme, pour le protéger à travers lui de tous les espoirs d'une population. Mais aussi les centaines de personnes arrêtées, militants du PASTEF, manifestants, personnes qui ont dénoncé la corruption, qu'on essaie d'écraser par tous les moyens, y compris donc M. Sonko, qui est dans l'impossibilité de sortir de son domicile depuis des mois, qu'on a essayé d'agresser, qu'on a traité physiquement d'une façon extraordinairement violente, et qui aujourd'hui a cette capacité à demander au peuple sénégalais de se lever pour mettre fin à cette injustice et cette barbarie, et qui, j'en suis convaincu, n'hésitera pas à le faire si jamais on finissait de l'éliminer judiciairement. Alors, quel est le rôle d'un avocat là-dedans? Évidemment, porter la parole de son client, qui a une voix assez puissante pour n'avoir besoin de personne d'autre pour le représenter, mais simplement essayer de le protéger à travers la position institutionnelle qui est la nôtre. C'est pour ça qu'ils m'ont interdit territoire au Sénégal. Je vous invite à descendre sur mon profil pour voir quel prétexte avait été utilisé par le ministre de l'Intérieur, qui avait fait un communiqué assez désolant en justifiant du fait que j'avais dit de Macky Sall qu'il pourrait devenir un tyran s'il finissait par éliminer M. Sonko, et en disant que son excellence Macky Sall, qui n'était pas tolérable qu'il soit ainsi qualifié. Vous voyez le ridicule dans lequel on est tombé dans un pays qui a une tradition démocratique extraordinaire et qu'on essaye d'écraser. Et donc, M. Sonko, à travers lui, en fait, c'est pas seulement le peuple sénégalais qui est en jeu, c'est aussi une idée du politique. Une idée politique et la possibilité pour les peuples, l'espoir pour les peuples de s'émanciper. Et cette force-là, il nous appartient de les protéger en créant un internationalisme qui ne soit plus comme avant une forme d'ingérence. Je donne mon écho, pardon, je paye mon péage à ces chères sociétés privées qui nous pillent grâce à l'État et à nos grands dirigeants politiques qui ont privatisé les autoroutes en France. Pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, sachez que c'est l'un des grands sujets de corruption. C'est des milliards qui sont volés chaque année aux Français, et à travers cette privatisation des autoroutes que rien ne justifiait. Donc voilà, pardon, j'en passais par là. Ce que je voulais dire, c'est que cet internationalisme qu'on doit recréer, on doit en finir avec les sorciers blancs, avec les ingérences, avec les tentatives de déstabilisation. On a vu, par exemple, on découvre dans les documents que j'ai révélés, là aussi ça n'avait pas été relayé, que la Russie s'est mise aux méthodes de la CIA. C'est intéressant, hein, parce que ça permet de comprendre que la nature du pouvoir, par définition, est sale. Et quand vous avez trop de pouvoir, quoi qu'il arrive, vous en abusez. Et qu'ils avaient mis en place des centres de formation aux manifestations via la Turquie, dans des pays des ex-républiques soviétiques, en l'occurrence en Moldavie, qui consistait en fait à préparer les citoyens à se rebeller au bon moment et à essayer d'interférer dans les processus politiques locaux. Moi, j'ai toujours résisté à toute forme de soumission vis-à-vis d'un quelconque pouvoir étranger, malgré les grandes propositions qu'on a reçues de la part de nombreux, parce que je considère que dès le moment que je rentrerai dans une situation comme celle-ci, eh bien, évidemment, ma parole serait liée. Et j'ai une divergence d'ailleurs avec certains de mes alliés sur ce sujet qui ont accepté de participer à un certain nombre de dispositifs de pouvoir, y compris les plus légers, hein, comme participer sur Russia Today de façon payée à des émissions. Ça a toujours été ma limite. Tout ce qui a trait au financement, j'ai toujours refusé de perdre une quelconque forme de souveraineté et de lier en fait potentiellement le destin de ceux qu'on serait amené à représenter par la suite à ces alliances passées et à ces liens d'intérêt qui avaient pu être créés. Et donc, il faut qu'on résiste à ça, mais il faut par contre qu'on crée en fait des alliances entre les peuples, qu'on réussisse à les indépendantiser et à ne plus passer par des élites, par des jeux, des arrangements, comme quand Marine Le Pen est allée voir Macky Sall par exemple pour récupérer une mallette, paraît-il, c'est les rumeurs après avoir fait la même chose en Russie. Vous voyez, il faut qu'on ait un respect pour les peuples, il faut qu'on ait un respect pour les régimes auxquels on est confronté, il faut qu'on refuse de rentrer dans des jeux d'alliance délirants qui ne font qu'atteindre à nos intérêts comme ça a été le cas dans le conflit russo-ukrainien. Il faut qu'on retrouve notre indépendance. Vous avez vu la visite d'Emmanuel Macron en Chine et le fait que Xi Jinping ait renvoyé von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à travers les dispositifs dans l'aéroport réservés aux passagers normaux. Pour une raison très simple, parce qu'il considérait que cette femme n'aurait jamais dû participer à cette visite d'État qui était organisée en l'honneur de la France, et que ce margoulin d'Emmanuel Macron avait utilisé comme prétexte pour mettre dans ses bagages un passager clandestin, la présidente de la Commission européenne, pour l'amener à pousser les intérêts dont ne sait qui d'ailleurs, parce que cette femme n'est pas élue, ne représente personne et n'a aucune légitimité à parler en notre nom. Et Xi Jinping, en fait, a donné une grande leçon à la France, ou plutôt à un dirigeant français, ou plutôt quelqu'un qui
pense diriger le peuple français, parce que je ne suis pas sûr que ça dure longtemps, ça va être notre dernier sujet, en humiliant von der Leyen et en la renvoyant à son rang de fonctionnaire et ayant à passer les contrôles de visa comme n'importe quelle autre personne. Donc, dernier point important, parce qu'on parle, vous voyez comment on tourne autour du sujet, mais pour en revenir au grand sujet qui nous occupe à nous maintenant aujourd'hui en France, celui de la souveraineté française. Ceux qui ont cru que la réforme des retraites pouvait sonner le grand soir ont une compréhension assez faible des mécanismes politiques et quelque part manque de respect à la pensée révolutionnaire. On ne fait pas la révolution pour une question de retraite. Pour injuste que soit une réforme, pour violente qu'elle soit, on ne fait pas la révolution pour un ajustement technique sur une réforme qui va faire souffrir des millions de personnes, accroître l'exploitation qu'ils subissent, mais comme des dizaines de décisions similaires l'ont fait depuis l'élection d'Emmanuel Macron et depuis bien plus longtemps. C'est l'agglomération de l'ensemble de ces décisions qui doit nous amener de façon conséquente et organisée à mettre en œuvre des perspectives révolutionnaires et insurrectionnelles. Et c'est seulement dans cette structuration et cette prise au sérieux des enjeux, y compris dans une perspective sacrificielle, en sachant parfaitement les conséquences que l'on pourra payer, que la pensée révolutionnaire pourra avoir une résultante et une effectivité. Si l'on continue à avoir une sorte de pensée spontanéiste qui consiste à se dire « Ah oui, là, il y a une manifestation, on va brûler trois poubelles, et donc du coup, en fait, une révolution naîtra », eh bien, on est en train non seulement de trahir la pensée et les idées pour lesquelles on est censé lutter, les personnes qui croient en nous, mais plus encore, on est en train de faire preuve d'une forme non seulement de naïveté, non seulement d'idéal romantique quelque peu dépeuplé, mais aussi quelque chose de plus grave, on fait en fait preuve d'une forme de narcissisme, dans laquelle en fait notre organisation et notre engagement ne servent avant tout qu'une chose, nous montrer comme étant du côté du bien et pas de façon conséquente organiser une dynamique révolutionnaire. Cette dynamique révolutionnaire, j'ai voulu la soutenir, l'appuyer, la nourrir à travers un manuel, un guide insurrectionnel qui s'appelle Coup d'État, qui vient de paraître grâce au courage extraordinaire de mon éditrice Marion Mazoric, que je tiens à saluer, fille d'un très grand historien des révolutions. Les chats ne font pas des chiens, et qui a osé publier cet ouvrage, qui à mon avis est cardinal, qui donne des instruments, qui va être accompagné d'un autre texte que je vais mettre en libre accès, qui s'appellera La méthode, et qui permettra de réfléchir sur les techniques à mettre en œuvre pour provoquer cette bascule que l'on recherche tous, nous qui sommes engagés depuis des années, et qui savons la nature du pouvoir auquel on est confronté de façon structurée, et qui permettra de déboucher sur des résultats, et non pas seulement des images spectaculaires qui nourriront, in fine, l'ennemi. Cet ouvrage déploie non seulement une pensée, mais donne des instruments très pratiques pour mettre en œuvre cet ébranlement. Et c'est pourquoi on a décidé non seulement de le sortir en librairie, mais de le mettre en libre accès, gratuitement. On a mis en place, des gens en fait l'ont fait, ont immédiatement scanné le livre dès la sortie, c'est incroyable, ils ont fait cet effort-là. Ils ont créé un QR code, ils ont commencé à distribuer le lien, et on les a soutenus, on les a relayés pour une raison très simple, il va falloir une masse critique pour amener à cette bascule. Et cette masse critique, après avoir fait cet effort de dévoilement avec Crépuscule, puis après avoir construit un programme révolutionnaire à partir des revendications des Gilets jaunes dans Abattre l'ennemi, eh bien elle a besoin, pour la mettre en œuvre, pour provoquer justement les changements, pour cibler les lieux qu'il faudra cibler et utiliser les méthodes qu'il faudra utiliser, les connaître et les diffuser, il faut justement que ça tourne. Et il faut absolument que vous nous aidiez en faisant tourner cet ouvrage, que ce soit sa version physique ou sa version en ligne, gratuite, pour qu'un maximum de personnes soient au courant et qu'à partir de là, elles s'organisent en groupuscule pour le moment venu, au moment où il faudra justement, où il y aura une masse critique suffisante de Français pour justement créer un rapport de force avec le pouvoir, eh bien provoquer une bascule qui ne se contentera pas d'obtenir telle ou telle décision favorable, parce qu'on voit bien, on voit bien l'objectif des syndicats qui essaient de nous appeler au 1er mai en se contentant du 1er mai, ou à un certain nombre de forces politiques qui consistent juste à obtenir une décision favorable. L'espoir même qui était placé dans ce Conseil constitutionnel dit quelque chose de l'absence de radicalité et même de pensée politique de ces gens-là. Qu'est-ce qui serait passé si le Conseil constitutionnel avait retoqué la loi? Eh bien, quelque part, ça aurait été pire. Parce que ça aurait permis, en fait, à cette structure-là de se préserver. Ça aurait permis au pouvoir de continuer, en fait, à mettre en œuvre son oppression. Et donc, on serait retrouvé dans une situation qui aurait été potentiellement encore plus délétère que l'actuelle. Si on considère que la bascule peut intervenir, si on y a un quelconque espoir et que donc un monde nouveau, bien plus beau, peut émerger. J'ai mis ma vie et pris des risques énormes en publiant cet ouvrage. Je vous demande dans un premier temps de le respecter. Je sais que c'est une parole d'autorité qui n'est pas forcément agréable à entendre, mais je vous demande, en le lisant, de prendre conscience de ce que ça peut produire et des risques qu'il faut prendre, et peut-être de la forme de courage
insensé qu'il faut avoir à se lancer dans cette aventure. Je vous incite à aller à son 3e chapitre directement pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre une forme de littérature qui leur expliquerait quel est le monde ou ainsi de suite, parce qu'ils savent très bien pourquoi ils veulent s'indigner, pourquoi ils veulent se battre et pourquoi ils veulent provoquer une bascule et une révolution. Et à partir de ce 3e chapitre, de commencer à réfléchir aux façons de mettre en œuvre, de façon organisée, au bon moment, collectivement, pour cette fois s'assurer que, contrairement à l'acte 3 des Gilets jaunes, où on s'est retrouvé au pied de l'Élysée, et c'est nous qui avons reculé, c'est nous qui aurions pu faire tomber ce pouvoir, et c'est nous qui avons décidé, parce que nous n'étions pas prêts de reculer, pour cette fois provoquer cette bascule. J'espère que vous serez à nos côtés, j'espère que vous le partagerez, j'espère que vous aurez cette générosité pour vous, pour les autres, quelle que soit votre position sur la question, et surtout votre volonté ou non de s'engager. On a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous. On fait face à un appareil de pouvoir qui est extraordinairement violent, qui est capable de tout, qui est capable de détruire les intimités, la vie sociale, la réputation, les conditions professionnelles, avant d'oser assumer une confrontation politique réelle et mettre en prison les personnes du fait de ce qu'elles pensent. Et on a besoin de cette force collective, on a besoin que vous soyez présents pour nous, comme le peuple sénégalais, encore une fois, l'a été pour Ousmane Sonko, quand il a été ciblé politiquement par l'État, pour le détruire, en essayant de détruire sa réputation, puis sa carrière, puis enfin lui retirer sa liberté. On manque de ça en France. On manque de cet engagement, on est beaucoup sur les réseaux, on est beaucoup à s'indigner, mais il faut qu'on devienne plus conséquent, il faut qu'on se rende compte que face à ce pouvoir, ce n'est ni via l'élection, ni via des manifestations qui sont organisées de façon à paraître comme des sortes de marches pacifiques que l'on va obtenir quoi que ce soit pour défendre nos intérêts, pour défendre le devenir de nos enfants. Et je vais le dire et le redire, l'enjeu, c'est que nous ne devenions pas des esclaves de la prochaine étape de la mondialisation. L'enjeu, il est existentiel aujourd'hui. Il faut que vous entendiez ce message, il faut que vous le relayiez, il faut que chacun fasse des efforts pour découper les morceaux qui l'intéressent, les partager. Nous sommes à ça, par perte de souveraineté successive, de devenir les esclaves d'un nouveau monde qui sera dominé par des puissances étrangères et qui nous retireront le peu d'assises et de confort que l'on a eu et que l'on a construit à travers de nombreux sacrifices, à travers les âges. Et ceux qui nous menacent de devenir des esclaves, c'est des élites qui profitent du pillage de ce pays et qui savent très bien qu'au moment venu, elles pourront s'exfiltrer grâce à leur fortune, grâce à leur relais à l'international, et elles pourront se protéger des conséquences de cette destruction de notre pays. Il y a un enjeu existentiel pour la France aujourd'hui et il faut que vous engagiez non seulement pour votre condition personnelle et matérielle, mais pour le devenir de tout un peuple, de toute une culture qui est aujourd'hui menacée d'annihilation, et évidemment pour nos enfants et pour ceux qui nous succéderont. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous serez nombreux pour nous accompagner, pour nous soutenir, parce que contrairement à d'autres, on ne cède pas à la facilité, on tient un discours qui est raisonnable, qui est fondé sur les faits, on se bat pour continuer à être en contact avec les institutions. J'ai réussi à arracher une victoire contre le Conseil constitutionnel en faisant annuler une élection il y a 2 mois, en plaidant notamment l'abstention trop élevée. Donc on continue. J'ai plaidé devant Fabius et Juppé, on continue en fait à se mettre en première ligne, à la fois dans les manifestations, y compris aux côtés de ceux qui sont le plus exposés, et on m'y a vu et on le sait, mais aussi dans les institutions pour pouvoir continuer à vous rapporter et à vous donner des éléments de compréhension qui vous permettent, sans fantasme, de façon très objective et vérifiée, de vous appuyer sur nous en tant que sentinelles pour pouvoir construire votre pensée politique et éventuellement votre émancipation. Mais on a besoin en retour que vous aussi vous deveniez nos sentinelles, que vous aussi surveillez ceux qui nous surveillent et que vous nous protégiez lorsque l'on en aura besoin. Je vous embrasse très fort, je pense à vous et je suis très optimiste pour les mois qui viendront, avec ou sans nous, quel que soit mon devenir personnel, je sais que vous aurez. Seule la lutte libère, comme nos compagnons sénégalais le savent. Pensez.